Vous écoutez Trends Bourse avec Gaël Poncelet et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance, en podcast réalisé avec le soutien de la banque ING. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trends Bourse. Bonjour Guy Legrand. Bonjour Gaël. Alors on a encore une flopée d'actualités à décrypter. En fin d'épisode, c'est Charlotte de Montpellier qui nous rejoint pour parler un peu des prix du pétrole et à quoi s'attendre aussi pour l'avenir. On va évoquer évidemment Oracle et la déception que l'entreprise a suscité sur les marchés. On s'intéressera évidemment à SpaceX qui est entré en bourse vendredi. Avant, j'aimerais quand même qu'on puisse faire un petit point sur la décision de la BCE, cette décision d'augmenter les taux. Alors, c'est vrai que c'était attendu, mais ça soulève aussi quand même quelques questions, Guy. Oui, on va quand même pas faire semblant de ne pas avoir entendu parler de la BCE la semaine dernière. On ne va pas vexer Madame Lagarde. Mm. C'est vrai qu'il faut s'en faire un petit écho. Alors, c'était attendu, oui, tout comme le taux d'inflation du mois de mai, parce que bon, la cause de cette augmentation des taux, c'est évidemment l'augmentation de l'inflation. On est passé à 3,2% en mai, après 3 en avril, 2,6 en mars, et on vient de 1,7% seulement en janvier, qui était un peu exceptionnel. Donc oui, l'inflation est en augmentation, bien entendu, et en grande partie à cause de l'énergie. Pas seulement d'ailleurs en Europe, dans la zone euro, c'est le cas aussi aux États-Unis, où l'inflation de CPI, l'indice classique, a bondi de 3,8% en avril à 4,2% en mai. L'inflation est bien évidemment en hausse de part et d'autre de l'Atlantique, d'où cette réponse de la BCE. Mais très controversé, comme vous l'avez dit. On a déjà évoqué ça précédemment d'ailleurs, hein. Les économistes disent, attendez, soyons très clairs, pourquoi est-ce qu'on augmente les taux? Pour freiner une économie qui s'emballe. Parce qu'une économie qui s'emballe est un vecteur d'inflation quasiment automatique. Or, pour l'instant, on ne peut pas dire que l'économie s'emballe, c'est le moins qu'on puisse en dire. Le PIB de la zone euro a grimpé je dis grimper entre guillemets, de 0,1% au premier trimestre. Parenthèse, ça a été corrigé à -2,2 à cause de l'Irlande, mais c'est un phénomène qu'il faut mieux effacer. Donc, on retient 0,1 au premier trimestre. C'est pas 0,1 sur une semaine, c'est pas 0,1 sur un mois, c'est 0,1 sur 3 mois. C'est dérisoire. Ça s'assimile quasiment à une stagnation. Donc, effectivement, augmenter les taux pour freiner l'économie, ça n'a pas de sens. Étant entendu que ça a encore moins de sens pour freiner la hausse du pétrole. Donc, aberrant, oui, mais bon, voilà. Grosse discussion parmi les économistes. Et la plupart se disent que c'était vraiment pas utile, quoi. Bon, allez, c'est bon pour une fois. C'était un peu leur conclusion, finalement. Alors, la BCE, en fait, pourrait avoir un argument. Comme je dis, il faut qu'une banque centrale réagisse. Le marché pourrait s'inquiéter si la banque centrale fait semblant de ne pas voir qu'il y a de l'inflation. Mais outre le fait que la croissance est aujourd'hui très faible, il y a quand même un autre argument qui joue en défaveur d'une hausse des taux. Ce sont ces fameux indices PMI, PMI, qui sont des indices précurseurs de l'économie. En Europe, zone euro plutôt, on est à 48,5 au mois de mai. Donc en dessous de 50, ça veut dire qu'on prévoit une contraction. Et fait à remarquer, on est même à 47,7 seulement pour les services. Or, ce sont les services, c'est-à-dire les salaires surtout, qui étaient le vecteur d'inflation ces dernières années. Donc, si les services sont plus en panne, on peut imaginer que là, l'inflation est vraiment promise à freiner, indépendamment du pétrole, bien entendu. Alors quoi, c'est une erreur stratégique cette augmentation des taux? Mais comme je le disais, c'est un peu peut-être pour marquer le coup, pour dire rassurez-vous, on a bien remarqué que l'inflation augmente et on prend une mesure. C'est vrai qu'on a déjà vu dans le passé des marchés qui s'inquiétaient d'une banque centrale ne réagissant pas. Mais bon, voilà. Comme l'ont résumé les économistes, il fallait peut-être le faire une fois pour la forme, mais il ne faudrait pas le faire une deuxième fois en tout cas. Ok. Eh bien, revenons-en peut-être aussi à Oracle, donc, qui a remis ses résultats la semaine dernière. Les semaines se suivent et se ressemblent un peu. Oracle a déçu. Pourquoi? Mais oui, comme Broadcom la fois précédente, et comme Broadcom, Oracle a annoncé de bons résultats. Le chiffre d'affaires est en hausse. Bon, alors,
Oracle, pour rappel, est une entreprise bon, que l'on cite maintenant pour le cloud en général et pour les infrastructures cloud en particulier. C'est sa grande spécialité. Oracle, historiquement, est un fournisseur de logiciels d'entreprise à la façon de SAP en Europe, par exemple. Mais c'est vrai que le cloud prend de plus en plus de part dans le chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires pour le dernier trimestre, plus 17%, dans le cloud, plus 39%, dans l'infrastructure cloud, plus 77%, et prévision pour le trimestre en cours, le premier de l'exercice 2027, chiffre d'affaires en hausse de presque 30%, de quasiment 60% dans le cloud. Infrastructure, ils n'ont pas donné de chiffres. Bénéfices en hausse au-delà des attentes du marché. Donc, en fait, encore une fois, comme pour Broadcom, les résultats en tant que tels sont très bons. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu une réaction négative comme ça? Quel est le petit point qui a rendu les marchés susceptibles? Mais très susceptible, puisque, en fait, jeudi, c'est le jour, enfin, c'est le lendemain de l'annonce, moins 10% pour le cours, c'est quand même très sérieux. Vendredi, ça s'est stabilisé, remarquons-le. Ce sont ces fameux CAPEX, comme disent les analystes. Capital Expenditure, c'est-à-dire dépenses d'investissement. Oracle dépense beaucoup, comme toutes les entreprises technologiques, pour assurer son avenir. D'ailleurs, le patron, le légendaire Larry Ellison, a dit texto, parce que Oracle continue de réaliser des investissements pour soutenir la croissance de ses activités d'infrastructure cloud. Je cite ce qu'il a dit dans le communiqué. Et l'investissement plus élevé que prévu, il passerait à 70 milliards pour l'exercice en cours, donc c'est plus que prévu, que je l'ai dit. On se demande si c'est pas un petit peu trop, et ça pèse d'ailleurs sur certains chiffres dans le bilan. Parce que le problème, quand on dépense comme ça beaucoup d'argent en investissement, c'est que ça vide la caisse, pour dire les choses simplement. Le cash flow opérationnel pour l'exercice qui vient de se clôturer, 32 milliards, plus 54%. Oui, mais le cash flow libre, moins 27,7 milliards. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que aussi longtemps que ces entreprises technologiques qui génèrent énormément de cash dépensent beaucoup d'argent en investissement, en puisant dans leur cagnotte, il n'y a pas trop de soucis. Mais dès l'instant où elles font appel au marché ou à l'endettement, là, le marché et les analystes tiquent. Et c'est le cas d'Oracle. Oracle a signalé, on va aller faire appel au marché pour 40 milliards, non seulement des capitaux frais, mais aussi de l'endettement. Alors là, si par hasard ces investissements s'avèrent moins rentables que prévu, quand il y a une dette, c'est quand même un peu gênant. Par ailleurs, faire appel au marché, ça dilue les actionnaires existants, ce qu'on n'aime pas du tout, d'où cette chute du cours. Et j'ajouterais que Oracle rejoint ainsi d'autres entreprises. La semaine précédente, Meta avait signalé faire appel au marché, moins 5,5% le vendredi. Et la semaine dernière, Supermicro a signalé on va faire appel au marché pour financer nos investissements, moins 27% sur la semaine. La leçon est très claire à ne pas oublier quand on investit en bourse. Si une entreprise fait mine de vouloir faire appel au marché parce qu'elle n'a pas assez d'argent dans la caisse, attention, le cours va chuter, c'est aussi simple que ça. Oui, alors ça dépend encore un peu parce qu'il me semble qu'on évoquait justement, Alphabet il y a quelques semaines et dit que pour Alphabet, la réaction d'investissement massif a été beaucoup mieux, Ah oui, acceptée et accueillie. oui, tout à fait. Non, non, Alphabet, mais Alphabet avait annoncé des résultats et alors, entre les lignes, les analystes avaient trouvé vraiment que l'entreprise se débrouillait très bien. L'intelligence artificielle pour booster la publicité. Et donc, c'était pas mal passé parce que vraiment, l'entreprise a le vent en poupe. Mais franchement, Alphabet est l'exception qui confirme la règle très visiblement. Alors entre les lignes, allons un peu entre les lignes. La semaine dernière, Guy, vous nous aviez laissé sur un suspense intense, celui de l'entrée en bourse de SpaceX le vendredi qui suivait. Ça y est, c'est donc fait. C'était vendredi 12 juin. On peut maintenant faire un petit point. Comment s'est passée cette entrée en bourse? Oh, cette entrée en bourse s'est fort bien passée, hein, comme c'était attendu. On n'imaginait pas que le marché boude la chose. Tout le monde voulait avoir une action, enfin plusieurs de préférence. SpaceX est mise à 135 $. L'action a fusé assez rapidement, c'est le cas de le dire, sans jeu de mots. Enfin bref, a fusé à 176 $ et demi au maximum. On était à
30% de hausse, même plus. En clôture, on est à 161 $ environ, soit une hausse de 19%. Et alors, la capitalisation de SpaceX, du coup, vendredi en clôture, atteignait 2110 milliards de dollars. C'est évidemment l'IPO, l'introduction en bourse, sans doute de l'année, on va pas dire du siècle, on n'en sait encore trop rien. Maintenant, ce que je voudrais faire allusion à mon collègue Pierre-Henri Thomas, qui a décortiqué le prospectus de Goldman Sachs. Pour ceux qui n'ont pas lu sur notre site, ça mérite quand même quelques mots. Il rappelle que que le marché évaluait SpaceX à 200 ou 250 milliards de dollars il y a un an. Aujourd'hui, on est à 2000 milliards. Comment ça se fait-il? Quels sont les arguments? Mais le prospectus de Goldman Sachs tire honnêtement beaucoup sur la ficelle. Il estime que voilà, SpaceX deviendra numéro 1 dans le monde, dans un tas de domaines, y compris de l'intelligence artificielle. Il faut rappeler que SpaceX, c'est au départ les fusées, les lanceurs, prodigieuse invention d'ailleurs que ces lanceurs réutilisables, mais dans le chiffre d'affaires prévisionnel de 2030, que Goldman Sachs estime à 474 milliards de dollars, ces lanceurs, c'est 8 milliards. Donc c'est vraiment peanuts. C'est surtout Starlink, 144 milliards, hein, les satellites, les communications, et alors l'intelligence artificielle xAI, 322 milliards. Parce que cette petite filiale d'intelligence artificielle a été englobée par SpaceX. C'est un gros ensemble qui entre en bourse. C'est en fait toutes les visions du patron de l'entreprise, hein, de Monsieur Musk. Alors voilà, sur base de ces projections, voilà comment Goldman Sachs justifie les choses. Disons que quand on lit ça, on s'aperçoit que vraiment, vraiment, il tire à tout casser sur la ficelle. Est-ce que la ficelle tiendra ou se cassera un jour? C'est la grande question à laquelle personne ne peut répondre aujourd'hui, évidemment. Ça s'appelle tirer des plans sur la comète, sans mauvais jeu de mots aussi, Exactement, tout à évidemment. fait. Et ça peut sans doute faire partie des enseignements qu'on pourrait retenir de cette semaine par rapport justement aux IPO et là où il faut être attentif. Oui, mais oui, tout à fait. Il y a une étude américaine très importante qui est sortie sur l'étude donc des introductions en bourse depuis 1980. Alors, il y a deux choses qui en ressortent. C'est que d'une part, premier jour, la performance moyenne est de 19%. Tiens, tiens, c'est exactement la performance de SpaceX vendredi. Deuxième enseignement, après ça, les choses s'inversent. Ces entreprises, enfin, ces actions ne baissent pas nécessairement, mais elles sous-performent le marché par contre. Elles sous-performent de 21% en moyenne durant les 3 ans qui suivent. Bon, ça c'est quand même un enseignement important à retenir. C'est vrai que les introductions en bourse, certains le disent parfois avec un peu de cynisme. Pourquoi est-ce qu'on introduit une entreprise en bourse? Ben, on l'introduit au moment où on estime qu'on pourra en tirer un bon prix, évidemment. Et si le vendeur estime que le prix est très bon, il est possible qu'il soit moins bon pour l'acheteur. C'est assez évident. Maintenant, j'ajouterai une petite chose. Tant qu'à faire de retenir la leçon des introductions en bourse, l'investisseur doit quand même faire attention à une certaine illusion d'optique quand on parle des performances. Et ça peut le consoler éventuellement quand on dit, tiens, regardez, depuis l'introduction en bourse, ça a fait 60%. Oui, mais on se réfère toujours au prix de lancement de l'action, au prix de vente de l'action, qui bien souvent n'est pas le prix d'achat de l'investisseur qui n'a pas pu obtenir l'action au moment de l'introduction, avant la cotation. Si vous avez acheté du SpaceX, que vous n'avez pas obtenu d'action à 135 $, c'est le cas des Belges d'ailleurs, que vous l'avez dû l'acheter à 140 ou 150, voire 160, il est évident que quand on dira « Regardez, ça fait 50%, pour vous, ce ne sera pas 50%. » Donc attention, une introduction en bourse est rarement une bonne affaire dans le temps. Et deuxièmement, méfions-nous des performances annoncées. C'est pas comme ça que ça se passe en général pour l'investisseur. Eh ben voilà une excellente leçon, Guy. Dans un instant, ma Charlotte de Montpellier nous rejoint pour évoquer les prix du pétrole et à quoi s'attendre hein, dans le futur et les prochaines semaines. Nous, on va encore se retrouver la semaine prochaine, Guy, mais après, on mettra nos maillots de bain quelques semaines. Hein. C'est la dernière fois, la fois prochaine, oui. Alors, ne manquez pas ce dernier rendez-vous de Trends Bourse de la saison avant une petite trêve estivale. Et puis, on vous a quand même préparé un petit programme pour cet été, mais ça, on y reviendra la semaine prochaine. Bonne semaine, Guy, et rendez-vous la semaine prochaine. Avec plaisir.
Place maintenant à l'analyse d'un expert en investissement d'ING pour décrypter l'actualité économique. Bonjour à toutes et à tous, je suis Charlotte de Montpellier, senior économiste chez ING. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'évolution des prix du pétrole. Malgré le fait qu'une part importante de la production mondiale soit actuellement bloquée dans ce fameux détroit d'Ormuz, les prix ne se sont pas envolés autant qu'on aurait pu le craindre. La question, elle est donc la suivante. Cette situation peut-elle durer ou va-t-on vers une nouvelle augmentation des prix du pétrole ? Revenons un peu en arrière. Cela fait maintenant plusieurs mois que le détroit d'Ormuz est fermé. Et ce détroit d'Ormuz, c'est une voie stratégique importante. Avant le conflit, ce sont environ 20 millions de barils de pétrole et de produits raffinés qui y transitaient chaque jour dans un marché mondial totalisant près de 105 millions de barils quotidiens. Autrement dit, près de 20% de la demande mondiale passait par ce point de passage clé. Et pourtant, malgré cette perturbation majeure, les prix ont progressé de manière relativement contenue. Depuis quelques semaines, on évolue ainsi sous les $100 le baril pour le pétrole. Évidemment, c'est nettement plus élevé que les $60 observés en début de l'année. Mais, si on prend un peu de recul, on a déjà vu dans le passé les prix dépasser les $150 sans que, à ce moment-là, il y ait une perturbation de l'offre qui était d'une telle ampleur que la situation actuelle. Alors, comment expliquer ce paradoxe ? Eh bien, il y a plusieurs facteurs qui jouent en même temps. Tout d'abord, la production du Moyen-Orient. Elle n'est pas totalement à l'arrêt. L'Arabie Saoudite, par exemple, dispose d'une pipeline vers la mer Rouge, ce qui lui permet de continuer à exporter une partie de son pétrole. Par ailleurs, même si les conditions sont particulièrement risquées, une dizaine de pétroliers parviennent chaque jour à franchir le détroit d'Ormuz, notamment en désactivant leurs transpondeurs. Avant la guerre, ils étaient environ une centaine à effectuer ce trajet quotidiennement. Puis, on a l'Iran. L'Iran qui dispose encore de réserves importantes, de l'ordre de 80 millions de barils. Et ces réserves, il peut les écouler via des routes alternatives. Un autre facteur très important à prendre en considération, c'est la situation du marché avant le début du conflit. Et en fait, ce qu'on voyait, c'est que le marché présentait un excédent d'environ 3%. Il y avait trop de pétrole par rapport à la demande. Et puis, on a les pays non membres de l'OPEP, comme les États-Unis par exemple, qui ont réussi depuis le début du conflit à augmenter leur production de pétrole d'environ 1 million de barils par jour. À côté de tout ça, on a la demande qui a reculé. Notamment, l'industrie pétrochimique au Moyen-Orient tourne actuellement très fortement au ralenti. Et en Asie, la demande issue de ce même secteur pétrochimique a également fortement diminué. Ça allège un peu la pression. Mais attention, c'est pas parce que la pression est allégée et que les prix n'ont pas atteint des niveaux records que le marché est aujourd'hui équilibré. Loin de là. Les stocks mondiaux, qui étaient initialement bien remplis, sont en train de diminuer progressivement, mais rapidement, à un rythme soutenu de l'ordre de 5 à 6 millions de barils par jour. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'au rythme actuel, les réserves iraniennes, elles pourraient être entièrement épuisées d'ici la fin du mois de juillet. À ce moment-là, les États-Unis cesseront également de puiser dans leurs réserves stratégiques. Et les stocks commerciaux mondiaux de pétrole pourraient tomber en dessous de leurs niveaux les plus bas observés en 2022. Cette période de fin juillet, ça coïncidera avec, en plus, une hausse saisonnière de la demande aux États-Unis. Cette hausse est liée à ce qu'on appelle la driving season, lorsque les déplacements en voiture augmentent fortement pour les vacances. Résultat, à ce moment-là, en juillet, on se retrouvera face à une combinaison de facteurs, une demande en hausse et une offre en diminution. Dans un tel contexte, le seul mécanisme d'ajustement possible sera une réduction de la demande. Et une réduction de la demande, ça se passe comment ? Par une hausse marquée des prix. Donc, il est probable que les prix se remettent à augmenter. Alors bien sûr, ce scénario, il n'est pas inévitable. Il pourrait être évité si un accord de paix durable, à long terme, était trouvé entre les États-Unis et l'Iran. Mais force est de constater que depuis le 23 mars, Donald Trump a évoqué à de très nombreuses reprises, au moins une dizaine de fois, la perspective d'un accord imminent. Pour l'instant, même si, malgré ces nombreux messages sur les réseaux sociaux, il n'y a rien eu
de concret. Si l'on regarde du côté des marchés de prédiction, on voit que la probabilité d'un retour à la normale du trafic dans le détroit d'Ormuz d'ici la fin de juillet n'est estimée qu'à environ 27%. Autant dire que ce n'est pas si probable que ça à ce stade. Ça signifie quoi ? Ça signifie que le risque reste bien réel, que les prix du pétrole repassent au-dessus des $100 le baril dans les prochaines semaines. On peut toutefois espérer que cette nouvelle hausse marquée des prix accentue la pression pour finalement parvenir enfin à un accord. Mais ce qui est important, c'est que même dans un scénario où le détroit d'Ormuz rouvrirait totalement, tout ne rentrerait pas immédiatement dans l'ordre. Pourquoi ? Parce que de nombreux pays du Golfe ont dû arrêter une partie de leur production. Vu qu'ils ne savent pas exporter ni stocker, ils ont dû arrêter. Et redémarrer des champs pétroliers, c'est pas comme appuyer sur un bouton. C'est un processus long, technique et très progressif. Le Koweït, par exemple, estime qu'il faudra entre 6 à 8 semaines pour retrouver 75% de la capacité de ces champs pétroliers. Et entre 10 et 12 semaines pour un retour complet à la normale. Autrement dit, près de 3 mois après un accord pour revenir à un haut niveau de production d'avant la guerre. Ça signifie quoi ? Ça signifie que le marché pétrolier restera sous tension pendant un certain temps, même après un éventuel accord. Alors c'est clair qu'un accord de la sorte entraînerait vraisemblablement, en tout cas à court terme, une baisse des prix. Mais il est très probable que les prix du pétrole demeurent durant la seconde moitié de l'année 2026 nettement plus élevés qu'au début de l'année 2026 et donc qu'on ait toujours la question de l'inflation qui se pose. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast économique. Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous trouverez plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de ING.